Bonjour Gabriel, Bonjour. bienvenue dans ce forum des humanités que vous connaissez déjà, puisque nous avons déjà consacré une séance l'année dernière à Marcel Proust, et nous avons décidé de revenir ensemble pour traiter d'un auteur tout à fait différent, qui est Bret Easton Ellis, pour son chef-d'œuvre, son roman culte, American Psycho. Alors avant de débuter, je vais rappeler, et c'est pas commun, le contexte dans lequel nous avons décidé de parler de ce livre. Nous avons déjeuné ensemble et nous avions continué notre conversation sur Marcel Proust, quand nous sommes découverts une passion commune pour Bret Easton Ellis, American Psycho, autant dire un auteur qui n'a absolument rien à voir avec celui de La Recherche du temps perdu. Le contexte d'écriture du roman est celui-ci, on est en 1991 quand le bouquin sort, il y a une polémique immense qui s'ensuit auprès des féministes, auprès de gens qui lui envoient des menaces de mort, il a même un garde du corps à l'époque, et ce bouquin décrit les années 80 aux États-Unis, mais je vous laisse peut-être nous en parler. Oui, alors déjà, bonjour Olivier. Donc Bret Easton Ellis, en fait, on peut présenter le contexte. Donc il y a trois éléments contextuels, à mon avis, importants à dire. C'est d'abord l'auteur, ensuite ce livre-là, et puis l'époque dans laquelle il s'inscrit, que vous avez commencé à décrire. Donc Bret Easton Ellis, à l'époque qu'on peut considérer, est un jeune auteur américain prometteur. Il a écrit déjà 2 livres, Less Than Zero, donc moins que zéro, qui est sorti alors qu'il a 20 ans, il est encore étudiant. Ouais, c'est un prodige de la littérature. Absolument, il a eu un succès fulgurant, ça a été quasiment tout de suite transposé à l'écran. 2e livre, Les lois de l'attraction, là aussi un grand succès. Et donc là, c'est son 3e livre. Et ce qui est intéressant, à mon avis, à dire, c'est qu'à ce moment-là, en fait, c'est une commande par l'éditeur Schuster & Schuster, dont le scénario, en fait, peut tenir sur un ticket de métro. C'est juste l'histoire d'un serial killer, c'est tout. Et donc, en effet, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est relié par rapport à la vie de Bret Easton Ellis, en fait, ce roman. C'est que Bret Easton Ellis, en fait, habite sur la côte ouest et, à ce moment-là, emménage à New York. Il ne connaît absolument pas la ville. Et en fait, ce qui va l'intéresser, c'est d'écrire une micro-société qu'il va découvrir, qui est, en fait, les jeunes financiers de Wall Street. Donc, Bret Easton Ellis, aussi, un élément aussi intéressant en termes de coïncidence, à 27 ans, ce qui est exactement l'âge de son héros, donc d'American Psycho, dont on va parler aujourd'hui, qui est Patrick Bateman. Alors, ce qu'on peut dire aussi en complément, c'est que le livre donc, sort en effet en 1991. Il a un succès tout aussi fulgurant, mais accompagné tout autant de scandales. Il se met à dos à peu près toutes les ligues possibles, donc en effet féministes, LGBT, protection des animaux, et ce qui fait que il y a certains pays qui vont même interdire le livre ou lui donner l'accès à la majorité. Donc c'est en effet un livre qui fait scandale, mais qui a aussi un succès assez phénoménal. Alors, 2e point, donc le livre lui-même. Donc ça décrit en effet une micro-société. Donc c'est en effet des jeunes financiers donc, qui travaillent plutôt dans le milieu des fusions-acquisitions, mais plus largement dans des banques d'affaires. Oui, ce qu'on peut appeler les yuppies en fait. C'est un livre qui décrit donc cette micro-société. Avec, donc il y a une dizaine de personnages, dont le personnage principal, en effet, Patrick Bateman, qui est une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire qu'il travaille donc dans une banque d'affaires la journée, il a une vie sociale et mondaine assez intense. On ne le voit jamais travailler d'ailleurs. D'ailleurs, on ne le voit jamais travailler. Alors, il ne travaille pas aussi parce qu'il n'a pas forcément besoin de travailler, puisqu'en fait, il est dans la société que dirige son père. Bon, bref. Et en effet, donc, Patrick Bateman, la nuit, se transforme donc en serial killer. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors c'est pour ça aussi qu'il y a des scènes assez épouvantables. Donc tout de suite pour donner un peu le contexte. Alors l'époque en effet, c'est pas anodin. On est dans les années 80. Donc c'est les années Reagan. Et c'est aussi un milieu qui a émergé à l'époque, dont l'acronyme en effet est YUPI, donc Young Urban Professionals, qui décrit en fait des jeunes personnes, on va dire entre 20 ans et 40 ans, qui sont assez attachés à leur statut social, qui dépensent sans vergogne et qui ont une vie mondaine, on va dire, et citadine assez revendicative, on va dire. Il y a les 2 niveaux du roman qui sont peut-être les plus spectaculaires, surtout quand on est adolescent et qu'on le découvre. C'est évidemment la critique de la société de consommation. C'est des gens qui dépensent sans vergogne, comme vous l'avez dit. Leur seule préoccupation, c'est de trouver l'endroit branché où il faut aller dîner, où est-ce qu'ils pourront avoir une table, et une table bien placée, important. Mais il y a aussi l'autre dimension qui est peut-être la plus visible, mais la plus réductrice aussi, c'est la violence pornographique du roman. J'avais lu, et c'était très intéressant, Bret Easton Ellis disait quand il avait écrit le roman, il avait écrit ces scènes-là en dernier. C'est-à-dire qu'il avait construit son roman sans ces scènes, et il les avait ajoutées à la fin. Ça montre bien que ce n'était pas le vrai ressort du roman, finalement.
ce qui attire le regard, mais il faut regarder dans une autre direction pour comprendre pourquoi ce bouquin est si phénoménal. Je pense qu'en effet, il faut regarder dans une autre direction. À mon avis, il y a deux ambiguïtés dont il faut tout de suite parler dans le livre. C'est que, bon, évidemment, ces scènes de crime ont dissuadé un certain nombre de lecteurs d'aller plus avant dans l'œuvre. Et je dirais, quand bien même certains lecteurs sont allés au bout, ils n'en ont retenu que ça. Et donc, ça a fait une sorte d'effet finalement assourdissant et qui a finalement écrasé tout le reste de l'analyse de l'œuvre qui est, à mon avis, très intéressante et dont on va parler aujourd'hui. Deuxième point aussi, et deuxième ambiguïté, c'est un livre qui décrit donc un milieu branché. On parle beaucoup de marques, vous avez dit, et de lieux branchés. Et donc, il y a une étiquette un peu tout de suite de livre à la mode qui a été accolée à cet ouvrage et qui, là aussi, finalement, a dissuadé un certain nombre de personnes d'y voir quelque chose d'un peu plus profond. Pour moi, il y a deux thèmes, en fait, majeurs dans ce livre, hein, et je vous dis qui souvent n'ont pas été analysés. Parce que c'est vrai qu'on a dit souvent les mêmes choses sur ce livre, c'est-à-dire que ça dénonce, finalement, l'excès du capitalisme, le consumérisme, le narcissisme, etc. Mais à mon avis, il y a quand même deux thèmes majeurs que l'auteur aborde, qui sont, un, l'identité, et là, on va voir en effet l'importance des marques, et deux, le nihilisme. Alors, l'identité, c'est vrai que vous avez, c'est d'ailleurs dit dès le début du livre, une société, une micro-société qui fonctionne de la manière suivante. Les gens sont tous à la fois bien portants, riches et beaux, et bien habillés. Donc c'est vrai que dans cette micro-société, l'enjeu d'être différent, d'être un individu, va devenir extrêmement technique. Et donc en effet, finalement, ça va se jouer sur des micro-détails qui tiennent la plupart du temps à des marques. Alors, quand on dit les marques, ce n'est pas seulement les marques de vêtements. Vous avez cité les marques de vêtements, mais en fait, c'est toutes les marques. Ça peut être de la crème, vous voyez, qu'on utilise le matin, à la chaîne IFI qu'on a, à la montre, évidemment, qu'on porte. Et il y a une obsession, finalement, des marques. Et là, à mon avis, c'est la première fois, je pense, que c'est analysé, en effet, avec cette intensité-là, voire même cette profondeur-là. C'est-à-dire que là-dessus, je pense qu'il y a une figure littéraire que crée Bret Easton Ellis. Et comme toute figure littéraire, beaucoup ensuite de romans et même de films vont reprendre en fait cette obsession en fait identitaire. En fait, si vous voulez, c'est un concept à mon avis qu'il invente qu'on peut appeler le concept de marque identitaire. C'est-à-dire que les individus se caractérisent et se différencient par la marque qu'ils portent. Alors il y a un deuxième point à mon avis qu'on peut dire par rapport à cette identité, c'est que finalement l'individu, si on résume en fait, c'est trois parties, enfin c'est trois éléments on va dire. C'est la tête, l'esprit, le cœur et puis le corps. Et là, en fait, à mon avis, Bret Easton Ellis, il procède à une double ablation, pour rester dans la métaphore du serial killer, à la fois de l'esprit et du cœur. C'est-à-dire que c'est un environnement où finalement l'esprit n'a aucun intérêt. Les discussions entre les individus qui composent cette micro-société sont parfaitement banales, c'est une suite de banalités et de lieux communs. Sans aucune analyse, sans aucune profondeur. Deuxième point, ce sont des individus qui sont incapables de sentiments. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez Patrick Bateman, dont le seul début de sentiment qu'il a, à mon avis, à un moment donné, c'est pour sa secrétaire, qui s'appelle Jean, et qui est la seule parmi les 10 personnages principaux à ne pas faire partie finalement de ce milieu-là. Et du coup, il est un peu, vous voyez, déstabilisé, et il ne sait même pas d'ailleurs s'il doit la séduire, s'il peut la séduire. Il y a une scène à un moment donné où il l'invite chez lui, et puis finalement, il est gauche, parce qu'il a un début de sentiment, ce qui pour lui est complètement déstabilisant. Et donc en fait, pour reprendre la composition de l'individu, finalement, c'est un individu qui n'existe que par son corps. C'est-à-dire qu'après cette double ablation subie, l'individu, on va dire, d'American Psycho n'existe que par son corps. Et encore, enfin, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un corps vide. C'est un corps sans esprit, c'est un corps sans cœur. C'est un corps, alors c'est vrai, qui d'extérieur présente bien. D'ailleurs, là-dessus, le film, à mon avis, est intéressant. Donc, le film sort en 2000, donc, qui met en scène donc, American Psycho, réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Mary Ramone. Et en fait, le rôle principal donc, est joué donc, par Christian Bale. Et avec assez de talent, justement, jouer, vous voyez, ce côté bien à l'extérieur, mais complètement vide à l'intérieur. Et en effet, c'est un corps qui est vide, et même, vous voyez, les relations, on va dire, purement sensuelles ou même sexuelles, sont là aussi, soit elles sont, on va dire, achetées, c'est-à-dire c'est des scènes de prostitution avec des prostituées, ou alors c'est des scènes de pornographie, et donc là aussi, on est dans un côté marchandisation, vous voyez, du corps. Donc finalement, en résumé, l'individu, à ce moment-là, une sorte de mannequin, vous voyez, qui porte en fait les marques d'un couturier, etc. Et donc là, je pense qu'il y a une réduction absolument inouïe, une dégradation absolument inouïe de l'individu en tant que tel.
Il y a vraiment une dimension sociologique là qui est patente. On peut penser à Bourdieu avec la logique de la distinction, on peut penser à Jean Baudrillard avec la logique de consommation des signes. On ne consomme pas des objets, on consomme des signes. Et la différence qu'il y a entre un signe et un autre, si je consomme ça, c'est pour me différencier de l'autre. Ce qui me semble vraiment très très intéressant dans ce roman. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que on ne nomme même plus les objets. Les marques ont remplacé même les objets. C'est-à-dire que l'auteur dit je regarde à ma Rolex, il ne dit pas je regarde à ma montre. Et non seulement ça va encore plus loin, non seulement les marques ont remplacé les objets, mais elles ont même remplacé les individus eux-mêmes. Il y a une scène qui est hilarante, on en parlait hier quand on préparait cette émission, enfin cette séance, où Patrick Bateman est allé dans une pizzeria où il a trouvé la pizza assez quelconque. Il apprend, on est dans les années 80, il apprend que Donald Trump y est allé et a adoré la pizza qu'il juge être la meilleure pizza de New York. Et il change d'avis littéralement devant son camarade en disant « peut-être que je me suis trompé, peut-être finalement que cette pizza est la meilleure ». Ces gens-là n'ont pas de désir propre, ils ne savent pas qui ils sont. Alors ça fait écho à ce que vous dites, à un deuxième pour moi grand thème qui est abordé par l'œuvre, qui est le thème du nihilisme. Alors juste, pour résumer, pour faire simple, le nihilisme c'est quoi finalement? C'est quand les valeurs n'ont plus de valeur précisément. Et là, en effet, vous avez cette dégradation finalement un peu de la société dans laquelle Patrick Bateman évolue, où il n'y a quasiment pas de valeur. Alors, contrairement à ce qu'on a pu dire, moi je ne pense pas que l'argent soit devenu une valeur, justement. L'argent est devenu, je dirais, un des deux soleils en fait, du monde dans lequel il évolue, avec aussi la célébrité. Ouais. C'est pour ça que Donald Trump, là-dessus, évidemment, c'est un double soleil, voilà, à la fois célèbre et riche. Mais fondamentalement, je pense qu'il n'y a plus de valeur. Et en fait, on le voit aussi, à mon avis, sur un autre angle qui est assez intéressant et qui est assez fin, je trouve, là, dans l'œuvre, c'est le côté artistique. C'est-à-dire que ce que fait finalement, et ce que décrit Bret Easton Ellis, c'est un nivellement précisément des valeurs artistiques, et c'est dès le début. C'est-à-dire que les épigraphes que met en avant Bret Easton Ellis, il y en a trois, mais surtout, il y a une citation de Dostoïevski, qui vient juste à côté d'une citation d'une chanson de Talking Heads. Alors Talking Heads, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de rock américain, plutôt d'ailleurs intellectuel, mais c'est quand même de la musique rock. Et donc en gros, tout de suite, ça veut dire, eh ben, Dostoïevski, finalement, c'est comme Talking Heads. Vous voyez, donc on est dans le nivellement absolument total, nivellement par le bas. Et la première phrase aussi du roman est clé, c'est que, alors, ça dit à peu près la chose suivante, « Toi qui rentres ici, abandonne tout espoir ». Voilà. Et en fait, ça, on ne voit pas forcément, mais c'est en fait une citation cachée de Dante et de la Divine Comédie, du chant 3 de l'enfer, quand Virgile et Dante sont au purgatoire. Mais sauf que dans le livre, c'est la devise d'une des banques d'affaires. Et pareil, vous voyez, dans le livre, Les Misérables, c'est plus le roman de Victor Hugo, c'est devenu une comédie musicale qu'il faut absolument avoir vue, sinon on n'a rien compris. Et donc ce nivellement finalement par le bas, de l'art est à mon avis un élément clé qui illustre justement ce nihilisme. Et d'ailleurs à l'époque, c'est pas anodin, on est en 1991, il y a un livre en France qui sort 2 ans avant, en 1989, qui est La défaite de la pensée, donc écrit par Alain Finkielkraut, qui dénonce justement ça. C'est-à-dire que pour lui, il y a justement l'idée de dire, bah voilà, un graffiti, c'est une sonate de Bach, ce nivellement par le bas et cette absence finalement de réflexion, de pensée, là, vous parliez du goût là, et de la pizza, mais c'est le même pour l'art, et ben c'est quelque chose qu'on commence à analyser à la fois d'un point de vue de fond, comme le fait Alain Finkielkraut, mais aussi on va dire dans une société, comme le fait à mon avis Bret Easton Ellis. Et on est du coup dans un monde totalement indifférencié, hein. Pour prendre un terme plus technique, un monde complètement immanent, il n'y a plus de valeur transcendantale, où tout vient être confondu, vous dites, hein, un artiste génial comme un artiste pop, et les êtres aussi sont confondus. On est dans un monde où les êtres sont incapables de se reconnaître dans leur singularité, vraiment. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un élément qui est aussi fondamental là-dessus par rapport à l'identité, c'est que les individus sont tellement clonés qu'en fait, ils se passent son temps à se confondre les uns les autres. C'est génial, tout le long du roman. Tout le long du roman. Et alors ça arrange finalement Patrick Bateman, parce qu'il y a un moment donné où, par rapport à ses crimes, en fait, on va le prendre pour un autre, donc ça va finalement le disculper. Mais ce qui est à la limite encore pire, c'est que non seulement on les prend pour d'autres, mais ils ne s'en offusquent absolument pas. Alors, toujours sur le thème aussi du nihilisme, vous avez là-dessus, c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que Donald Trump est très présent en fait dans l'œuvre. Il y a un côté même prophétique, en fait, on pourrait dire, de Bret Easton Ellis. Alors, là aussi, il faut juste préciser que ce n'est pas le même Donald Trump. C'est-à-dire qu'à l'époque, Donald Trump vient d'écrire un livre qui s'appelle The Art of Deal. Enfin, je ne sais pas s'il a écrit lui-même, en tout cas, c'est sorti comme ça. Et c'est quelqu'un
qui est donc à la fois riche et célèbre, et qui est une figure un peu emblématique du milieu des affaires, on va dire, américain. Finalement, par rapport à ce nihilisme-là, on va dire, et à l'absence en effet de sacré, de transcendance, comme vous dites, le nouveau sacré, finalement, la nouvelle transcendance, c'est les gens riches et célèbres, et notamment cette quête de la célébrité, qui finalement est l'acmé en fait de la reconnaissance par les autres. Et donc le héros Patrick Bateman passe son temps finalement à croire qu'il a aperçu justement Donald Trump, ou alors d'ailleurs sa femme, qui à l'époque s'appelle Ivana et non pas Melania. Mais vous voyez, Donald Trump, c'est le héros absolu du personnage principal. Donc on a en effet une dégradation absolument inouïe, quelque part. Alors d'ailleurs, ça a été analysé aussi, par exemple, par René Girard. Oui. René Girard, dans Mensonges romantiques et vérité romanesque, explique bien qu'en fait, dans une société moderne et postmoderne, vous avez une dégradation finalement du médiateur, ce qu'il appelle le médiateur. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vous avez un triangle qui s'instaure, et en fait, le médiateur, finalement, donne finalement le désir à celui dans lequel à qui il s'adresse, en fait. On revient à la question du désir dont on parlait tout à l'heure. Le désir est médié par quelqu'un d'autre qui va nous permettre ensuite de nous réapproprier un désir qui n'est pas le nôtre au départ, mais c'est pas personnel, ça émane pas de nous au départ. Donc il faut 3 acteurs au départ pour que le désir puisse naître. Exactement. Et ce qu'analyse René Girard, ce triangle un peu du désir, c'est que pour lui, l'évolution et le passage justement à la modernité et à la postmodernité, c'est une dégradation du médiateur. En gros, si vous voulez, pour résumer, on passe, si on prend 1830 et le rouge et le noir, Julien Sorel, finalement, son médiateur, c'est Napoléon. 160 ans après, vous voyez, on passe de Napoléon à Donald Trump. Et là, on n'est plus dans la postmodernité, on est quasiment dans l'ultra-modernité. Il y a quelque chose sur la célébrité qui est intéressant, qui parle aussi d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que dans un monde sans Dieu, sans transcendance, c'est la seule façon de contrôler son destin, d'avoir une maîtrise sur son destin. Et toute l'histoire de Patrick Bateman peut être lue comme ça, comme quelqu'un qui ne supporte pas le manque de contrôle, les contrariétés venant de l'extérieur, comme un enfant, hein, c'est totalement infantile comme réflexe, et qui a des pulsions de rage et d'impuissance quand le monde le contrarie. Je n'ai pas obtenu la table que je voulais. Un tel m'a humilié. Alors, on ne sait pas pourquoi il l'a humilié, mais il y a des scènes. Il y a une scène aussi qui est hilarante, je trouve, avec Tom Cruise. Là aussi, elle est prophétique, parce que Tom Cruise est l'archétype du psychopathe, en fait, dans ce roman, où c'était juste le jeune premier d'Hollywood. Et Patrick Bateman, qui se retrouve dans l'ascenseur en face de lui, commence à suer. La sudation est une traîtrise de son corps à la maîtrise totale. On est parfaitement apprêté, et la sueur vient trahir qu'on est humain, quoi. Il y a toujours cette volonté, ce désir de contrôle. Et je pense que c'est vraiment ça le message du tueur en série dans le bouquin, qui n'est pas un vrai tueur en série au sens où on entendrait cliniquement. C'est quelqu'un qui est en rage contre une société qui ne lui appartient pas totalement. Oui, en fait, pour moi, il y a deux grandes motivations dans le roman. C'est en effet l'envie. Oui, bien sûr. Et là, d'ailleurs, ça annonce un peu, vous savez, le film, Wall Street, et la fameuse devise de Gordon Gekko, c'est « Greed is good ». Ouais. Et aussi, en effet, la haine. Et là-dessus, c'est vrai que Patrick Bateman correspond complètement à cet archétype-là. Et en effet, il passe son temps aussi, il y a ce rapport, en effet, à toujours dire qu'il a vu une célébrité. Parce que, justement, ça va quelque part dans la quête de sa différence et de dire, bah voilà, j'ai vu quelqu'un, donc je m'attribue un peu de son aura, de son halo sacré. Et en effet, là aussi, on a une dégradation complètement, et c'est pour ça qu'on peut parler, à mon avis, aussi là, de nihilisme, en fait. Alors, il y a une dimension qui a certainement fait beaucoup dans le succès, mais aussi dans la critique qui a été adressée au roman, c'est son ambiguïté, notamment dans la position de l'auteur par rapport à son personnage. On ne sent jamais Bret Easton Ellis se désolidariser de son personnage dans le roman. Tout est analysé de façon très factuelle, très froide, mais est-ce qu'on ne peut pas dire pour autant qu'il y a quand même une critique qui est portée et adressée, une critique de moraliste de Bret Easton Ellis sur la société des années 80? Du coup, il faut évoquer le style. Parce que souvent, c'est l'arme, on va dire, du moraliste. Bret Easton Ellis se revendique comme un moraliste. À mon avis, à tort. Parce que je pense... Alors, il appartient à l'époque à un courant littéraire qu'on a appelé les minimalistes, c'est-à-dire des jeunes auteurs dont le plus connu, à mon avis, est Jay McInerney, qui lui est un véritable New-Yorkais, un véritable au sens... Et d'ailleurs, qui continue à... Voilà, exactement. Et lui, il écrit, vous citiez tout à l'heure Balzac, il essaye de faire un peu une œuvre à la Balzac version Manhattan, en fait. Donc c'est un style, en effet, avec des phrases très courtes, d'une simplicité parfois inouïe, donc c'est sujet, verbe, complément, avec, en effet, l'idée d'avoir une description, finalement, chirurgicale, clinique des choses. Et là, à mon avis, il est plus proche de quelqu'un comme Stanley Kubrick,
et notamment d'une œuvre en particulier de Stanley Kubrick qui sort en fait finalement pas si longtemps avant, qui est Orange Mécanique. Donc Orange Mécanique en fait sort en 1971, donc on est juste 20 ans avant. Et dans Orange Mécanique, c'est un peu un des mêmes thèmes qui surgit, c'est-à-dire le nihilisme. C'est-à-dire qu'Orange Mécanique donc, décrit, finalement là on est en Angleterre, un groupe de jeunes malfrats qui s'appellent les Droogs, dont le héros en fait est Alex. Et Alex pourrait être une sorte de cousin éloigné en fait de Patrick Bateman. Sauf que lui, Alex, c'est un nihilisme actif. Au sens, il veut changer la société, il a une vision. Alors que, quelque part, Patrick Bateman, il était un nihilisme passif. C'est-à-dire que lui, il n'a aucune vision, il n'a même pas vision de lui-même, encore moins des autres, encore moins de la société. Et du coup, si on revient à Stanley Kubrick, dans toute son œuvre, justement, décrit les choses, mais sans jamais les juger. Donc, ce n'est pas ni, on va dire, moral ou immoral, c'est amoral, au sens où il n'y a pas de morale. Et je trouve que là-dessus, Bret Easton Ellis est plus dans le recul et juste dans la description. En gros, en d'autres termes, c'est au lecteur de se faire sa propre idée, donc évidemment de condamner les crimes, etc. Mais vous voyez, alors que si on prend les moralistes au sens La Rochefoucauld, La Bruyère ou même Proust dont on parlera, il y a toujours quelque chose qui va compléter cette phrase-là. Alors que là, je trouve qu'on est plus sur une description, une observation, vous voyez, là aussi très distancié en fait. J'ai noté à deux, trois endroits du roman, alors c'est peut-être pas une dimension moraliste, mais en tout cas il y a une idée. C'est rare dans les romans d'avoir une idée ligne qui vous permet de traverser tout le roman, hyper simple, mais en même temps très profonde, qui permet de tenir tout le roman. Nous ne sommes pas reliés les uns aux autres. Ça, je trouve ça extrêmement fort, c'est-à-dire que toute notre philosophie du contrat social fait que nous sommes en lien, nous sommes obligés d'être en cohésion, voire même par la violence. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'affrontement, mais le lien est fondamental pour faire société. Et là, on a une société où nous ne sommes pas reliés les uns aux autres. Ça, c'est vraiment une idée extrêmement forte, je trouve, dans ce roman. Oui, en fait, je pense que là-dessus, vous avez une absence en fait totale. Ce livre raconte aussi une absence. Ouais. C'est l'absence déjà de l'individu par rapport à lui-même, mais c'est aussi l'absence de l'individu par rapport aux autres, donc impossibilité de faire des interactions, et par rapport au monde plus largement qui l'entoure. Alors, peut-être pour conclure, on peut essayer de faire un rapprochement et un parallèle avec Marcel Proust dont nous avions parlé. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a une communauté d'esprit entre ces deux auteurs? Alors, peut-être pas communauté d'esprit, mais en tout cas, je pense qu'il y a plusieurs analogies qu'on ne voit pas forcément. Et puis, il y a aussi des différences fondamentales. Les analogies, à mon avis, sont les suivantes. D'abord, vous avez une sorte de continuum, en fait, qui raconte un peu l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire, là aussi, en fait, il n'y a pas tant d'espace temporel que ça, puisqu'en fait, il y a 80 ans, à peu près, entre La Recherche du temps perdu et American Psycho. Donc, c'est quoi? C'est 3-4 générations. Vous voyez, on pourrait dire que Patrick Bateman serait une sorte d'arrière-petit-fils d'un des personnages de La Recherche qui aurait émigré à Manhattan. Mais au-delà de ça, on n'est plus dans le même moment, si vous voulez, de l'Occident. C'est-à-dire que chez Proust, vous avez donc là aussi une micro-société qui est le Faubourg Saint-Germain. On est à l'apogée, on va dire, un peu culturel et même économique encore de l'Europe. Le roman se passe à Paris, il pourrait se passer à Vienne. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer en fait, entre ces 80 ans? Et c'est d'ailleurs le principal facteur de transformation dans la société proustienne, la Première Guerre mondiale. Vous avez 2 guerres mondiales qui sont un peu le suicide de l'Europe. Et puis ensuite, donc, les États-Unis prennent non seulement le pouvoir par rapport à l'Europe, mais aussi prennent le pouvoir par rapport à l'Union soviétique. Et ça, en fait, ça vient juste d'arriver. C'est-à-dire qu'on est à la fin des années 80, donc c'est Ronald Reagan aux États-Unis, qui finalement marque le triomphe en fait, d'une Amérique absolument solitaire, et dont New York, là-dessus, peut être en fait un symbole. Donc, pour moi, là-dessus, il y a une continuité. Ensuite, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on peut comparer. La narration, hein, c'est première personne du singulier. Sauf que là, il y a aussi une différence fondamentale, c'est que Proust est au passé. Et pourquoi? Parce qu'il y a un lien avec le passé, le présent et le futur, alors que dans American Psycho, on est fondamentalement sur le présent. On n'est que dans le présent. Et on ne peut pas d'ailleurs, on s'inscrit, on ne se rattache ni au passé ni au futur. C'est là où on peut voir encore le nihilisme. Troisièmement, vous avez de l'humour aussi là où on ne l'attend pas quelque part. C'est-à-dire que souvent dans un classique comme La Recherche du temps perdu, on ne s'attend pas à avoir des choses très drôles et même hilarantes et même des passages grotesques. Et bien là aussi c'est pareil, dans American Psycho, il y a un certain nombre d'humour, de scènes drôles sur en effet les gens qui se confondent, Donald Trump qui est partout et que... Enfin bref, vous avez aussi
Mais à mon avis, le principal point finalement, où l'un des deux romans, enfin American Psycho prolonge le précédent, je pense que c'est sur le snobisme. C'est que si vous voulez, on passe en fait dans la recherche du temps perdu, vous avez un désir de reconnaissance de l'ensemble des individus, avec deux organisations, donc le Salon Verdurin et le Salon Guermantes. Et donc en fait, ce snobisme, ce désir de reconnaissance, finalement aliène l'ensemble des personnages, sauf peut-être 3 personnages, donc Swann, Charlus et le narrateur, alors que là, ils sont tous aliénés, et on dirait qu'on est passé un peu d'un désir de reconnaissance à un délire de reconnaissance. Et puis, à mon avis, il y a 3 différences fondamentales, qui est là, à mon avis, le parcours du héros. C'est-à-dire que vous avez en effet, chez Bret Easton Ellis, ce qui est caractéristique d'American Psycho et donc de Patrick Bateman, c'est cette absence totale, cet immobilisme, on va dire aussi. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le même endroit, qui ne bouge pas, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du roman, il fréquente de manière de plus en plus obsessionnelle les mêmes lieux. C'est-à-dire que c'est chez lui, les scènes de crime, un peu son bureau, et puis c'est le pressing où il faut laver ce qu'il a fait la veille, et puis le club vidéo où il faut ramener les vidéos, en avoir des nouvelles. Donc il y a un côté compulsif en fait. C'est un héros qui tourne sur lui-même, alors que chez Proust, vous avez là-dessus une présence, une essence même au sens philosophique du terme, et Proust là-dessus s'inscrit complètement dans cette un peu grande histoire du roman occidental, de Homère en passant par Dante, où le héros fait un voyage, et il y a un certain nombre de voyages dans le héros proustien, pas seulement géographiques d'ailleurs, parce que les lieux sont assez, c'est surtout Paris, Normandie et un peu Venise, mais c'est un voyage surtout spirituel, psychologique. Et là, il y a une vraie construction, une vraie essence. Deuxième différence, à mon avis, fondamentale, c'est que là, vous avez chez American Psycho une aliénation, c'est-à-dire quelqu'un qui, par ignorance de lui, des autres, finalement, tourne sur lui-même et donc n'avance pas, alors que chez Proust, vous avez une libération, d'une sorte de même une dimension épistémologique, d'une connaissance, là aussi, de lui, des autres, du monde, que crée le narrateur. Et enfin, troisième et dernier point, à mon avis, ce qui est là aussi le plus intéressant, c'est que finalement, American Psycho raconte l'histoire d'une impasse. Et d'ailleurs, c'est très bien là-dessus, c'est même mis de manière un peu trop en avant. L'impasse, c'est la première phrase qui est mise d'ailleurs en lettres capitales, toi qui rentres ici abandonne tout espoir, et la dernière en fait phrase du livre, qui souvent ces 2 phrases sont très importantes, et là qui est il n'y a pas d'issue. Et en effet, il n'y a pas d'issue, là aussi mis en lettres capitales, alors que chez Proust, la première phrase c'est longtemps je me suis couché de bonne heure, et la fin c'est est-ce que j'aurai assez de temps en gros pour accomplir mon œuvre. Donc là vous avez chez Proust au contraire une issue, voire même un salut. Il y a une dimension, on va dire, sotériologique en fait chez Proust, au sens où il y a une doctrine du salut, et en gros le salut de l'individu, chez Proust, c'est en gros remplacer les croyances par la création, donc ça c'était déjà un des principaux messages de Nietzsche, et plus exactement c'est trouver sa propre vocation, et c'est exactement ce que fait le narrateur, puisqu'il découvre sa vocation finalement d'écrivain dans le dernier tome du Temps retrouvé. Alors, pour conclure, j'aimerais inviter les étudiants à regarder le bouquin en sachant qu'il y a des scènes quand même parfois qui sont terribles, donc petit avertissement quand même de rigueur. Pour moi qui l'avais déjà lu et qui l'ai relu à cette occasion, on peut on peut lire ce roman en imaginant que toutes les scènes violentes, toutes les scènes de crime sont un délire, vous avez employé le terme de délire tout à l'heure, du narrateur, et qu'en réalité il n'y a jamais eu de crime, ce qui explique peut-être le fait qu'il soit dans l'impunité la plus totale. Donc c'est peut-être une façon de trouver une issue aussi à ce roman dont le message est terriblement bouclé sur lui-même et ça se rétrécit au fur et à mesure, de penser qu'en fait on est dans une projection complètement fantasmagorique. Oui, tout à fait. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu toujours ces 2 idées, est-ce que les scènes sont imaginées ou réelles? En même temps, si on pense qu'elles sont réelles, là on peut revenir aussi finalement à l'absence de Dieu. C'est qu'en fait, ce qui est encore pire pour un criminel, quelque part, c'est de ne pas être jugé, de ne pas être reconnu, parce que du coup, il n'y a pas possibilité de rédemption, et de pardon, et de pitié, etc. Et donc c'est là où, en fait, la référence à Dante au début donc, du purgatoire est assez pertinente, puisque finalement, on peut imaginer que ce héros-là, il lui arrive ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que si on reprend, là, par exemple, Dostoïevski, Les Crimes et Châtiments, Raskolnikov, à un moment donné, il est pris, il est jugé, et même il est soulagé quelque part. Là, il n'y a pas de soulagement possible. Donc son âme est vraiment condamnée, enfin, si tant est qu'on peut parler d'âme pour Patrick Bateman, vous voyez, à errer, en effet, dans une sorte d'enfer à jamais. Merci Gabriel. Je vous en prie, Olivier. Et à très bientôt. À très bientôt.